et secret. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord ce matin avec Pierre Gentillet. Bonjour, vous êtes avocat. Bonjour. Christelle Niasme, bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour. Merci d'être là. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, bonjour. Et Jérôme Dubu, membre du pôle ID d'Horizon. Bonjour. Chez Horizon, bonjour. On est à J+2 de l'allocution du président de la République, donc évidemment... suite de son intervention, on va revenir sur la baisse de la natalité, le congé de naissance, le plan contre l'infertilité. Est-ce que c'est vraiment une solution? Pour l'infertilité. Pour la natalité. Pour la natalité, mais contre l'infertilité. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, contre l'infertilité. Contre la fertilité. L'infertilité, voilà. Il faut s'équiper. Voilà. Bref, beaucoup de sujets avec vous sur Sud Radio, et puis évidemment Paris qui coupe les subventions au collège Stanislas. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jérôme, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur le rapport que vient de publier Oxfam. Oui. C'est un peu un pléonasme. Hein. Oui, non, mais c'est un peu je laisse les responsabilités des propos à Valérie. Mais je vais essayer de terminer sur Oxfam, donc qui est dirigé par Cécile Duflot, qui est l'ancienne ministre du Logement sous Hollande, alors qui lutte contre la pauvreté. Alors c'est une ONG mondiale, d'organisation mondiale, très active en France visiblement, et qui tous les ans publie un rapport entre les multinationales et la pauvreté. En disant, regardez les affreux riches qui se goinfrent et les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. En gros, je résume, mais c'est à peu près la philosophie du rapport. Et là, ce rapport, il est absolument édifiant. Édifiant, pas dans le sens où on veut montrer que la pauvreté a progressé, mais édifiant dans la manipulation. Pourquoi ? On nous dit qu'entre 2020 et 2023, 2020, je rappelle, c'est l'année du Covid, entre 2020 et 2023, les 5 personnes les plus riches du monde ont vu leur richesse progresser d'à peu près 100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 450 millions de dollars, 450 milliards de dollars, pardon, en 2020 au double en 2023. Laissant entendre que finalement tous ces riches étaient goinfrés pendant les années difficiles et que en parallèle la pauvreté avait progressé. Alors certes, la pauvreté a progressé, mais d'abord on prend comme année de référence une année où effectivement les valeurs ont baissé, donc 400 ça veut rien dire. Il faudrait prendre l'année 2018 ou l'année 2019, c'est-à-dire l'année où effectivement on était en pleine croissance, pour pouvoir comparer avec l'année 2023 où il y a eu une progression évidemment des fortunes et des dividendes. Deuxième point, on a eu de l'inflation. Donc l'inflation a de fait surenchéri les valeurs actuelles, puisque effectivement ce qu'on avait en valeur en 2020, c'est pas comparable puisqu'on a eu 3 fois 4%, à peu près plus de 12 à 13% d'inflation sur les 3 années. Troisième point, on confond dans cette affaire, dans le calcul de la richesse de ces personnes, de ces 5 personnes, comme d'ailleurs pour la richesse française, des personnes les plus riches en France, on y reviendra tout à l'heure, on confond la fortune personnelle et les valeurs mobilières et immobilières, c'est-à-dire les actions détenues par ces personnes dans leurs propres entreprises. Bon. Alors on sait très bien qu'un certain nombre de ces actions sont très volatiles. La valeur de l'action, elle est très volatile. On l'a vu par exemple sur Casino, où M. Naouri a tout perdu. Il était en partie responsable, mais il a tout perdu du jour au lendemain. Donc tout ça est très volatile. Et alors on nous dit effectivement que en parallèle, les plus pauvres sont devenus encore plus pauvres. Donc on en a une lutte des classes totalement artificielle qui fait que ce rapport qui a l'air de bon sens et de constater scientifiquement les choses est en réalité un brûlot anticapitaliste. Mais c'est toujours le cas. Alors c'est toujours le cas. Mais là personne ne l'a dit. Donc moi je voudrais démonter tout ça. Tous les rapports Oxfam vont dans ce sens. Voilà, pour vous dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'insuffisances
et de contre-vérité qu'il faut dénoncer. Oui, enfin c'est souvent le cas des rapports Oxfam, hein. C'est toujours biaisé. C'est la tendance habituelle, et à chaque fois ça fait l'objet de réponses de la part d'instituts comme Molinari qui vont démonter. On va retrouver Agnès Vernier-Molinier qui va monter au créneau aussi pour démonter le bazar. En fait, c'est un peu vision contre vision. Ce qui est pas faux, c'est qu'il y a quand même un enjeu autour du partage de la valeur, de la création de richesse, de la redistribution. Et il y a un deuxième point qui est constaté objectivement, c'est qu'il y a plutôt un accroissement du taux de pauvreté en France. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut quand même être attentif, parce que ça concerne de plus en plus de gens, et les tendances actuelles vont plutôt a priori amplifier les choses, parce que compte tenu, et si on voit simplement le prix de l'énergie, pose de vrais problèmes pour tout un chacun en termes de reste à vivre. Non, mais c'est le parallèle qui est fait. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, effectivement, souligner que la précarité et effectivement les écarts se creusent. C'est une réalité, et c'est plus là où il faut appuyer. Il faut appuyer et réagir. Ça me permet peut-être un petit coup de gueule sur les élus insoumis auprès des SDF, où ça s'est transformé en une espèce de mascarade. C'est Mathilde Panot et Sandrine Rousseau qui sont allées dans le 7e arrondissement, surprise, dire qu'elle passait la nuit avec des SDF. On a assisté, dans les vidéos qu'on a pu voir, à des slogans anti-Macron, et puis on les a vus ensuite se réchauffer dans une brasserie du 7e arrondissement de Paris. Non. Donc non, c'est pas drôle de dormir sous la tente, non, c'est pas drôle de se servir des SDF pour communiquer, pour faire de la com. Et pour en revenir, juste un mot rapide sur l'affaire française d'Oxfam, parce qu'il dénonce évidemment les grandes fortunes françaises, Arnaud, etc. Moi, je reprends les résultats de LVMH. Ils font 10% de leur chiffre d'affaires en France. Et 40% de leur imposition est aussi en France. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Fanny est dans le Pas-de-Calais. Comment faites-vous pour écouter Sud Radio dans le Pas-de-Calais, Fanny? Grâce à l'application. L'appli, voilà, j'en étais certain. Sud Radio, parlons vrai. Apartage, c'est la solution. Vous êtes chez vous et libre de vos choix. Dans cet habitat partagé pour seniors, vous disposez d'un espace privatif et bénéficiez d'un accompagnement par une gouvernante au quotidien. Repas, animation, blanchisserie, Apartage vous propose une formule tout compris allant de 1381 à 1562 €. Découvrez les jardins de Seille sur apartage.com. Sud Radio Le Puy-en-Velay. 91. Sud Radio. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, les pommes de terre de consommation sont à seulement 68 centimes le kilo. À ce prix-là, ce week-end, c'est frites fraîches faites maison. Que du bonheur. Auchan, avec plaisir. Pommes de terre vendues par filet de 5 kilos à 3,39 €. Origine France, variété Jelly, Challenger ou Bricata. Catégorie 1, calibre 50-75. Idéal frites, purée, potage. Traitement anti-germinatif après récolte. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Arrête de dire des bêtises, Tim. Mais papa, c'est vrai. Les super-héros, ça n'existe pas. Et la série spéciale VV édition tout équipée à ce prix-là, ça existe encore moins. C'est compris? Mais je te jure, papa. Tim, tu arrêtes. Mais si. Vous allez avoir du mal à y croire. Mais en ce moment, chez Volkswagen, la série spéciale VV Édition est à partir de 179 € par mois. Pour une Polo neuve, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500 € si acceptation par Volkswagen Bank. Offre à particulier valable du 1er au 31 janvier dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Voir conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Pendant les soldes, chez Optical Center, bénéficiez de moins 30 à moins 50% sur les montures des plus grandes marques, même de luxe. Du 10 janvier au 6 février, les soldes exceptionnels Optical Center, c'est jusqu'à moins 50% sur les plus grandes marques de lunettes de soleil. Lunettes et verres à votre vue, et c'est même sur les appareils auditifs de dernière génération. N'hésitez plus, c'est le moment d'en profiter en famille. Dispositifs médicaux non cumulables avec d'autres offres en cours. Conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Ô toi, savoureux tubercule, éclos des profondeurs de la terre, tu ravis mon palais et mon sens des affaires. Vous avez goûté nos pommes de terre? Oui, c'est ça. Du 17 au 20 janvier, le filet de 2,5 kg de pommes de terre de consommation à chair ferme Princesse Amandine est à 3,49 €. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 1,40 € le kilo, origine France, variété Amandine, catégorie 1, calibre 35-55 mm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
La voiture électrique ne doit pas être réservée à une élite. Renault s'engage dans le dispositif Mon Leasing électrique. Avec Renault Twingo E-Tech 100% électrique dès 40 € par mois. 6 mois de charge offerts, sans apport. Twingo E-Tech électrique neuve, authentique hors option. LLD 37 mois, 37 500 km. Premier loyer 0 € après déduction bonus éco et aide Mon Leasing électrique. Conditions sur service-public.fr et mon-leasing-électrique.gouv.fr. Mobilize charge-pass crédité de 500 € TTC. Entretien facultatif 6 € par mois inclus. Réservé aux particuliers du 1er au 31 janvier si accordiaque, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Les dernières informations avec Léo Ardourel, bonjour. Bonjour à tous, une journée encore compliquée sur les routes ce matin. La neige a de nouveau entraîné de grosses perturbations de circulation, notamment en région parisienne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Des chutes de neige qui se décalent désormais vers l'est et surtout le centre de la France. Il n'y a plus que 7 départements en alerte orange dans le Massif central et dans les Alpes. C'est son premier déplacement avec sa nouvelle ministre de la Culture. Emmanuel Macron est attendu cet après-midi avec Rachida Dati aux ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Le président qui devrait en profiter pour réaffirmer sa volonté de donner un meilleur accès à la culture dans les quartiers populaires. Pendant ce temps, Gabriel Attal lui réunit ses ministres à Matignon pour préparer sa déclaration de politique générale qui interviendra le 30 janvier. Hier, le Premier ministre a reçu la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui lui a notamment martelé la nécessité d'augmenter les salaires. Elle a aussi en outre rappelé aux nouveaux locataires de Matignon les engagements de sa prédécesseur lors de la conférence sociale du mois d'octobre de s'attaquer au temps partiel subi qui pénalise essentiellement les femmes. Eux ne veulent pas être pénalisés pendant les JO. Les syndicats Alliance et UNSA-Police appellent à un jeudi noir. Ils souhaitent obtenir des mesures exceptionnelles en contrepartie de l'engagement à 100% demandé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pendant toute la période des Jeux à Paris. Plusieurs rassemblements sont prévus dans toute la France. Les agences sont également appelées à un service minimum dans les commissariats. Les ventes européennes de voitures neuves ont rebondi de 13,9% en 2023, un marché porté notamment par les voitures électriques. Les ventes ont grimpé de 37% sur un an, dépassant ainsi pour la première fois sur une année le diesel qui, lui, continue de baisser. Et puis du tennis pour terminer, il y aura forcément une Française en 8e de finale de l'Open d'Australie. La jeune Clara Burel a créé l'exploit ce matin en battant l'américaine Jessica Pegula, tête de série numéro 5. Elle affrontera au 3e tour sa compatriote Océane Dodin qui a battu un peu plus tôt l'italienne Martina Trevisan. Voilà pour ce point sur l'info. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. Et tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier qui est à Vincennes aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Valérie, bonjour à tous. L'hippodrome du plateau de Gravel nous accueille une nouvelle fois pour une réunion intéressante. Le prix d'Herbray, support des paris à la carte, 2100 mètres avec 16 concurrents, départ autostart. Le 12 Écume de Fureté, j'ai eu de très bons renseignements concernant cette candidature et j'en ai fait ma favorite avec le 16 Zincotop, 5 Forever Giel, 11 Elixir d'Anama, 10 Last Winner, 8 Dzegouli des Greppi, 14 Fidel Madric et 9 Domino d'Ovressi. 12, 16, 5, 11, 10, 8, 14 et 9. En réunion 3 course 5 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour ma sélection du jour, le 11 Uri. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble évidemment comme tous les jours pour commenter l'actualité avec Pierre Gentillet, avocat, Christelle Niasme qui est conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia et Jérôme Dubu, membre du pôle ID chez Horizon. Paris coupe ses subventions à Stanislas, la baisse de la natalité, congé de naissance et plan contre l'infertilité et beaucoup d'autres sujets avec vous. Christelle, vous vouliez vous revenir sur un sujet dont on parle assez peu. C'est un coup de gueule, justement. Ça concerne la santé mentale des enfants. Tout à fait, parce que je me suis arrêtée sur un chiffre qui m'a marqué, je vais vous le lire. C'est une étude donc vraisemblablement faite par l'assurance maladie, qui sur 13 millions d'enfants de moins de 18 ans dit que quand on est quand on est dans un cadre de vie avec une très grande précarité, on est plus exposé aux problèmes psychiatriques et psychologiques. Moi, ça m'a heurté parce que, déjà dans un premier temps, c'est bien de mandater des études, ça permet finalement de peut-être de mettre des chiffres sur ce qu'on constate, mais
Mais effectivement, c'est mettre des chiffres sur une réalité que quand vous êtes face à une grande précarité, face à un quotidien qui est compliqué, ça touche à tous les domaines du quotidien. Donc ça touche à l'éducation, ça touche à toutes les questions du cadre de vie, dans quelles conditions évoluent nos enfants. Voilà, donc je peux en parler à très juste titre sur des quartiers populaires. Et c'est encore plus difficile, parce qu'on parlait aussi de la difficulté tout à l'heure sur des inégalités qui se creusent d'un point de vue financier, mais d'un point de vue, on va dire, de la santé publique, on est à plus forte raison beaucoup plus touché quand on est sur des territoires comme le mien. Oui, et c'est vrai qu'on parle assez peu de ce problème-là, sauf qu'il y a quand même aussi un problème avec la psychiatrie, avec la prise en charge, trouver des psychiatres, trouver des psychologues aujourd'hui, quelle que soit la région, c'est un peu le parcours du combattant. Des médecins tout court, des orthophonistes, un médecin généraliste, un médecin traitant, c'est impossible. Et comment on les attire sur des territoires comme les nôtres? Déjà que c'est très dur partout ailleurs. Chez nous, on a peut-être encore moins envie de venir s'installer quand on est un médecin de ville. Donc, à plus forte raison sur des questions de Alors, le Covid a eu un effet terrible de ce point de vue-là, qui a touché d'ailleurs tout le monde. Alors peut-être plus les classes difficiles, effectivement, mais les territoires en difficulté, c'est possible. Mais beaucoup de jeunes ont mal vécu le Covid. Et en sont sortis fragilisés psychologiquement, c'est clair. Ah mais ça, là-dessus, on a même je me souviens bien de cette période-là, des psychologues qui ont alerté, clairement, sur l'impact que les confinements successifs allaient avoir vis-à-vis des jeunes. Je pense en particulier à ces lycéens, à quelqu'un qui a 16 ans, rendez-vous compte, quelqu'un qui a 16 ans en 2020 et qui sortira du baccalauréat en 2022, après tous les confinements, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte l'état psychologique de ces enfants. Moi, j'ai été enseignant, je suis toujours enseignant d'ailleurs, à la faculté de Paris, et je peux vous dire, donc en droit, et je peux vous dire que mes étudiants, quand je leur faisais cours en visioconférence, et ça a duré pendant près de 2 ans cette histoire, quand on est étudiant à Paris, on sait qu'on vit dans des tout petits appartements. Vous savez, être confiné dans 12 mètres carrés, de manière successive, parce qu'en plus il y a quelque chose de psychologiquement terrible, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, et moi je me souviens de la période terrible qui a été celle d'octobre 2021 jusqu'à octobre 2020 jusqu'à octobre 2020 jusqu'à, on va dire, je crois que c'était mars ou avril, où enfin les couvre-feux successifs et confinements se sont un peu calmés, mais ça a été une période psychologiquement dramatique. Il y a des étudiants qui se sont suicidés. Oui, tout à fait. Non, très compliqué. Alexandre Malafaille, on va revenir sur les déclarations du président de la République lors de sa conférence de presse, et l'une d'entre elles vous a particulièrement intéressé. Villes qui ont moins de voix que les autres courants, et ça pose un vrai problème d'équité, finalement, de dire ma voix ne pèse pas la même que celle de tous les habitants de la même ville. Alors évidemment, ça a été fait en 82, ça a été fait pour Gaston Defferre, et pour Gaston Defferre d'ailleurs, parce qu'il en a bénéficié tout de suite. C'est ce qui lui a permis effectivement de rester aux affaires à la mairie de Marseille en 82. Et c'est vrai que ça a souvent profité à des mairies de gauche, à Paris, Delanoë, on a profité, Gérard Collomb à Lyon aussi. Et régulièrement, ça a bénéficié à un certain nombre d'élus qui ont réussi par les découpages des circonscriptions, le poids des structures, à faire en sorte que voilà. Bon, après, c'est de la cuisine politique, c'est pas mal, mais sauf que ça pose quand même dans la durée un problème de légitimité, d'avoir des élus qui sont vraiment élus avec une arithmétique parfaite, parce qu'on avait tous hurlé en France quand on avait vu que Donald Trump, pour faire un autre, parce que c'est un peu le même modèle que aux États-Unis, évidemment, Donald Trump avait été élu avec 2 millions de voix de moins que son rival. Donc ça pose de vraies questions qu'il faut traiter. Je trouve que pour le coup, la proposition de Emmanuel Macron est intelligente. Il faudra bien sûr qu'elle passe par un vote. Oui, parce qu'il y a comme un processus. C'est même plus qu'un vote, c'est la réforme de la Constitution. Non, là c'est un vote. Il y a un projet de loi. Il y a un projet de loi qui est porté par Sylvain Maillard, en fait, qui est à la manœuvre pour cette initiative-là. Alors, il y a une réflexion qu'il faudra avoir, c'est, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait des mairies d'arrondissement ? C'est ça. Et ce qu'il pose comme projet, c'est-à-dire, finalement, on élit le maire, voilà, quoi qu'il arrive, il y a un scrutin même jour pour élire le maire de la ville, donc là, il y a des noms, et puis voilà. Et après, il y a une élection au niveau des arrondissements. Le même jour, pour effectivement garder, voilà. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, je trouve que c'est d'autant mieux, juste un point pour terminer, c'est d'autant mieux que quand on voit que Madame Hidalgo, qu'on n'aime pas, mais malgré tout, certains peuvent trouver illégitime que dans son propre arrondissement, elle soit très largement battue, ce qui est le cas du 15e, et se retrouve quand même investie comme maire de Paris. Oui. Alors moi, je modère Jérôme. Tout ça, parce que j'ai bien connu ce système, parce que j'ai été élu pendant 20 ans au Conseil de Paris, donc j'en ai
d'une certaine manière bénéficié. Bon, si on regarde les chiffres, jamais Hidalgo n'a été minoritaire, c'est pas vrai. La dernière fois, en 2020, elle a été majoritaire parce que les opposants étaient divisés. Et la première fois qu'elle a été élue en 2014, contrairement à ce que disait Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était ma chef de file, quand on fait le décompte des voix, elle a été aussi majoritaire. Bon, le problème, c'est la division. Donc, moi, je veux bien qu'on modifie le système. Et il y a eu des propositions de loi, je me souviens de Bernard Debré, feu Bernard Debré, etc., pour modifier le système pendant des années et des années. Le problème, c'est 1, la division, et 2, la dynamique. Vous pouvez avoir le meilleur système électoral du monde, si vous ne créez pas de la dynamique et si vous êtes divisé au deuxième tour, eh ben vous êtes battu. Ouais, voilà, c'est clair. Donc, est-ce que ça va permettre de modifier finalement le thermomètre? Est-ce que ça va faire baisser ou monter la température des opposants actuels? Non, je crois pas. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, ils considèrent qu'il faut une alliance entre les deux tours. Est-ce que les maires d'arrondissement vont pas perdre, je sais pas, Christelle Niasse, les maires d'arrondissement vont aussi perdre de leur pouvoir dans ce type de scrutin? Au-delà de la notion même de pouvoir, ça c'était plutôt le point sur la question de la représentativité qui me choque en réalité. C'est quand on a en France, je crois que c'est un élu pour 700, moins de 700 habitants. Je bien dans le micro. Pardon, excusez-moi. Et je crois que on a un élu pour 700 habitants en France, alors qu'à l'étranger, on est sur 1 pour 1000. Enfin, en Allemagne, je pense notamment. Et vraiment, moi, sur ces sujets, les systèmes électoraux, les habitants sont très éloignés. Bien sûr. Il y a 2 élections qui les intéressent, c'est la mairie et les présidentielles, les élections intermédiaires. Enfin, je suis conseillère départementale. Aujourd'hui, je passe mon temps à expliquer ce qu'on fait au département. C'est infernal. La région, on a rajouté les territoires et la métropole. Et je pense que c'est, à mon avis, c'est plus là où on devrait avoir cette réflexion en tant qu'élus ou anciens élus sur à quel moment on va aboutir sur la réforme des collectivités, sur ce que font les élus, sur leur rôle et comment on garde des instances de proximité efficaces. C'est plus, à mon avis, où se niche le fond du problème. C'est voilà. Pierre, vous pensez que ça peut passer? Il faut aussi une majorité. À l'Assemblée nationale. Écoutez, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une loi. C'est une loi. Je rappelle, c'est une loi de 82, donc c'est pas une modification de la Constitution, c'est simplement une autre loi qui va modifier ou abroger la loi de 1982, dite loi PLM Paris-Lyon-Marseille, qui fait qu'il y a un scrutin particulier pour ces 3 villes. Écoutez, si la majorité est pour, après il faudra regarder les autres groupes et si les autres groupes y trouvent leur compte. Normalement, LR devrait suivre. Donc logiquement, LR devrait suivre. Il n'est pas interdit aussi que le Rassemblement national y trouve aussi son compte et vote. Tout dépendra, je pense que, mais ça c'est du bidouillage. Tout dépendra quel seuil de représentativité et d'accession au second tour on met pour cette nouvelle loi. Mais encore une fois, tout ça, il n'y a pas de raison que ça change par rapport aux autres communes. On va voir tout ça. En fait, moi j'ai un peu de mal à discuter de ça parce qu'en fait, je pense que les gens qui nous écoutent se disent que qui s'intéresse à ça? Vraiment, qui s'intéresse à ça? C'est important, mais je dis pour les Français, tout ça, ça doit quand même apparaître comme du bidouillage électoral parce que le fond de l'affaire. Pourquoi on modifie la loi? Non mais parlons du sujet politique. Pourquoi on modifie la loi? Parce que la Macronie et peut-être aussi les LR veulent, à travers la suppression de cette loi, reprendre la mairie à Anne Hidalgo. C'est ça le fond du sujet. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sans dynamique et sans alliance, vous pouvez bidouiller dans tous les sens le système électoral, ça ne change strictement rien. Si vous avez... Est-ce qu'un suffrage direct pour Anne Hidalgo... Alexandre nous a parlé de Delanoë en 2001, j'ai bien connu parce que c'était ma première élection. Il était minoritaire en voix. Il était minoritaire en voix parce que les autres étaient divisés. Encore une fois, c'est toujours le même système. Si vous n'avez pas un accord entre les deux tours, entre les deux tendances qui sont arrivées en tête au premier tour et qui sont opposants, et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on a eu la dernière fois une triangulaire entre LR. Mais c'est vrai, mais en termes de sincérité, en termes de lisibilité, c'est plus clair. On est d'accord. Oui, simplifions. On vote pour un maire parce qu'il a quand même beaucoup de prérogatives et il pilote l'avenir de sa collectivité. Voilà, on vote pour lui et après effectivement il y a des structures qui se mettent en place, il y a des arrondissements qu'il faut préserver à mon avis, mais ce sera plus clair et ça évitera d'ailleurs ce débat avec toujours le scrutin. La suspicion. 2 scrutins le même jour, c'est-à-dire on votera à la fois pour le maire de Paris et en même temps pour le maire de à condition que la cohérence des 2 scrutins soit vérifiée. Parce que sinon on entre en cohabitation, vous imaginez le bordel. Merci, on se retrouve dans un instant pour parler des subventions qui ont été coupées à Stanislas. C'est le Oudéa-gate qui continue. On y revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio. Bougez plus.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord et nous discutons de l'actualité. Pierre Gentillet, là aussi, vous voulez revenir sur les propos du président de la République avant-hier au sujet des émeutes. On l'a un petit peu évoqué hier, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, un journaliste, à l'occasion de cette conférence de presse, a posé la question au président de la République sur la leçon qu'il avait tirée des émeutes. Puisque, souvenez-vous, Emmanuel Macron nous avait donné rendez-vous. Il aime bien donner des grands rendez-vous sur lesquels il pose régulièrement des lapins, puisqu'en fait, il annonce des grands rendez-vous, mais pas grand-chose qui se fait. S'agissant de la réponse à adopter vis-à-vis des émeutes. Bon. Et là, on a vu que le président de la République, il était complètement à côté de la plaque, pardonnez-moi. C'est-à-dire que le président de la République nous dit, ces jeunes, je caricature un poil, mais c'est exactement son propos, ces jeunes s'ennuyaient. Il a quand même utilisé cette expression-là. Ces jeunes sont assignés à résidence. Et au fond, tout ceci, tous ces propos qui contribuent finalement à une culture de l'excuse, tout ça aurait généré les scènes de sauvagerie inouïe, souvenons-vous quand même de ce qu'on a vu. En plus, je rappelle qu'il y a quand même je me souviens plus le nom de cet élu dont le domicile a été attaqué, également les enfants qui étaient à l'intérieur, Vincent Jeanbrun. Donc, et puis toutes les scènes qu'on a vues complètement surréalistes, l'état de sauvagerie dans lequel on a été plongé, en tout cas une partie de la France et la France urbaine empaquée pendant 2-3 semaines, et on voit que le président de la République à côté de ça, mais il est complètement à côté de la plaque. Il refuse de faire un lien entre l'immigration et ce qui s'est passé, c'est-à-dire ces émeutes. Et il nous dit, tous ces gens-là étaient français. Oui, c'est vrai, ils étaient français. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Vous voyez, c'est peut-être ça le problème. Et c'est en ça que justement notre politique migratoire, elle est liée directement avec ce qui s'est passé. Parce que les émeutes, vous savez, moi je me souviens très bien. À ce moment-là, au moment des émeutes, moi j'étais en paix dans le Cantal, j'étais dans un petit village. Je peux vous dire qu'à mon avis, un petit village, il y avait 1000-2000 habitants. Il y avait pas vraiment d'émeutes dans ces coins-là, on était à l'abri. Pourquoi est-ce que c'est arrivé précisément dans ces quartiers ? Parce que on a des populations qui ne sont pas intégrées, on a des populations qui sont en haine de la France, qui ne sont pas éduquées, il faut le dire, quand on a vu ce qu'on a vu, et le président de la République, il ferme les yeux là-dessus, il a des œillères, comme toute une partie de responsables politiques, seuls certains, au gouvernement ou ex-gouvernement, ont parfois ouvert les yeux, mais c'était trop tard. Et je pense à Gérard Collomb qui avait fait cette prédiction. Un jour, j'ai peur que nous vivions face à face. Et on voit que le président de la République, il refuse d'aborder ce sujet-là, il met la poussière sous le tapis, sauf qu'un jour, la poussière, elle va s'accumuler et on va vraiment trébucher dessus. Oui, peut-être une... Oui, je crois qu'on a déjà trébuché, puisque je crois qu'il y a aussi les RICS, les séniasmes. Oui, on voit, il y a un gamin de 14 ans qui a été tué d'un coup de couteau, poignardé. Oui, absolument. Mais la violence, elle est partout, quel que soit le territoire. C'est ce qu'on disait, on a dit à plusieurs reprises. Il y a dans nos quartiers populaires, c'est certain, mais on a un problème générique sur notre jeunesse en France. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on intègre notre jeunesse qui, comme vous le disiez à très juste titre, pour beaucoup, ne se sentent effectivement pas français, pas intégrés dans cette communauté collective. Mais c'est pour ça que je peux vous rejoindre sur pas mal de points, mais la question de la notion d'immigration et le lien entre immigration et problème d'intégration dans nos quartiers et délinquance, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est même assez statistiquement nourri, à la fois par les chiffres du ministère de l'Intérieur et aussi par les chiffres de la RATP. Je rappelle qu'à Marseille, c'est plus d'un fait de délinquance sur deux qui est connu par une personne de nationalité étrangère. Je rappelle que 25% des détenus en France sont de nationalité étrangère, donc le lien il faut bien différencier la jeunesse issue de parents de l'immigration, dont les parents ou les grands-parents sont issus de l'immigration et qui sont français, et ceux qui sont effectivement des personnes qui sont migrantes parce qu'elles effectivement sont des errants, sont rentrées sur le territoire sur des conditions qui sont pas valides, n'ont pas de travail et finissent par vendre des cigarettes. Et je vous le dis parce que c'est ce que je vis chez moi au pied des gares. Voilà, donc il y a une très grande différence. Effectivement, il y a la manière dont aujourd'hui nos jeunes se sentent dans la communauté française. Comment est-ce que aussi on assure des sanctions ? Les TIG aujourd'hui, les sanctions qui ne sont pas assurées. Général. Ils sont pas suivis. Ils sont pas suivis, ils sont pas exécutés. Ils sont pas exécutés du tout. Là, vous parliez de la mairie de l'Haye-les-Roses, mais je prends, c'est une ville qui est voisine, mais je prends une ville qui est encore plus proche que l'Haye-les-Roses de chez moi. La mairie qui est de l'autre côté de la Seine, le maire de Villeneuve-le-Roi, qui a été particulièrement entendu sur l'ensemble des plateaux de télévision, parce que le débat c'était, j'ai un gamin de 19 ans, donc on n'est même plus sur un jeune, on est sur un adulte, il est majeur, qui vit dans le foyer familial et qui réclame pour sa mère
éphémère des prestations sociales. C'est pas un problème de migration, c'est un problème de peuplement. Voilà où on est aujourd'hui. On a une accumulation de difficultés dans des zones, comme la mienne. Et on a des gens qui ne se sentent plus responsables de la collectivité, de manière générique. Quand vous dites peuplement, en fait, quand vous dites peuplement, c'est parce que j'essaie de comprendre la différence que vous faites. On accumule la détresse sur des territoires. On concentre les difficultés et qu'on concentre la misère. Donc ça veut dire que c'est bien aussi, on va peut-être se retrouver finalement, un sujet migratoire, puisque nous avons une immigration qui ne cesse d'augmenter. Les chiffres sont encore tombés, 379 000 hors demande d'asile, rien que pour cette année, pour l'année passée, pardon. Donc ça veut bien dire que pour éviter ces concentrations, il faut qu'on maîtrise absolument le flux entrant, le flux débordant qui vient chaque année en France. Donc c'est bien une question migratoire. Vous mélangez immigration et précarité. Ce sont deux sujets différents. Ça va souvent ensemble. Ça va de pair, mais c'est deux sujets très différents. Ça va souvent ensemble. Alors, Jérôme, puis après... Je partage un peu ce que dit Pierre, mais pas sur le fond, sur la forme du président, parce qu'effectivement, expliquer les émeutes par le fait qu'on a réformé le bac et que les jeunes étaient dehors, ils n'étaient plus en classe, si vous voulez, c'est un peu court. C'est même très court. Et il y a plus de fonds à avoir sur cette question, dont d'ailleurs aucun gouvernement n'a réussi à régler le problème. Je rappelle qu'en 2005, il y a eu des émeutes épouvantables. C'était un gouvernement de droite, avec Villepin, qui était Premier ministre, Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, et Chirac, qui était président de la République. On a frôlé la catastrophe. Il n'y a pas eu de mort, on se demande comment. Bon. Et 20 ans, et quasiment 20 ans plus tard, on a toujours les mêmes interrogations, donc on n'a pas réglé le problème. Moi, ce que j'ai vu à titre professionnel, puisqu'on gère des 100 000 logements sociaux en Ile-de-France, donc répartis sur toute la région, ce que j'ai vu après les émeutes, ce sont des jeunes, d'abord qui ne respectent plus rien, aucune autorité n'est respectée, des jeunes qui attaquent ceux qui essayent de les faire sortir de cette difficulté. Les services publics ont été particulièrement visés. Je dois dire que le bailleur n'a jamais été visé. En tout cas, chez nous, on n'a pas été visé. Ce qui prouve qu'ils respectent tout de même leur logement. Bon. Mais tout le reste fait l'objet d'une vente d'État épouvantable. Donc, au-delà de la précarité que j'entends, au-delà des difficultés sociales, etc., il y a tout de même une sécession. Moi, je le constate. Voilà, il y a une sécession vis-à-vis d'un certain nombre de formes, d'organisation de la vie, d'organisation de la cité. Et ça, pour le moment, on n'a pas trouvé la martingale pour essayer de lutter contre ça. Il faudrait qu'on parle de l'aspect politique aussi du discours du président de la République, c'est-à-dire pourquoi a-t-il invoqué l'oisiveté, peut-être Alexandre Sur l'oisiveté, j'en sais rien. Il y a quelque chose d'assez curieux dans cette façon de présenter les choses. Moi, ce qui me fascine quand même, c'est qu'on a mis 7 ans pratiquement pour tout d'un coup nommer les choses comme ça. Enfin, je parle pas de ce commentaire sur les jeunes et les émeutes, mais tout d'un coup, au bout de 7 ans, on nous sort le réarmement civique, réarmement moral. Très bien, il y a un côté quand même quelque part un peu troublant sur l'utilisation des mots, parce qu'on aurait très bien pu faire ce type de constat il y a déjà 7 ans et mettre en œuvre une politique de réarmement civique et moral il y a 7 ans, ce qui aurait été plein de sens. Voilà. Mais alors, ce qui est très curieux derrière, c'est d'abord, donc on nomme mal les choses, c'est-à-dire qu'on dit c'est de l'oisiveté parce que la réforme du bac machin. À côté de ça, on fait une loi sur l'immigration, on fait une loi sur le séparatisme. Enfin, dire, il y a une espèce de dont on espère qu'elle va être censurée. Oui, mais pour partie, mais en même temps, il y a une philosophie derrière. Voilà, il y a quelque chose qui est pas clair en fait, mais c'est sans doute pas que dans la tête d'Emmanuel Macron sur comment est-ce qu'on attrape cette société française. Et je me demande si lui, il a pas un rapport à une espèce de tentation d'aller vers un modèle très multiculturel à l'anglo-saxonne, où finalement on laisse faire, on verra bien, etc. Et d'autres qui disent non, à un moment donné, sur une terre de France, à un moment donné, il y a des règles de France. Voilà, et ça devrait être plus clair. Et ça, je pense que c'est pas aussi net que ça dans sa tête, parce que effectivement, il fait une politique de coup par coup, quoi. Tout d'un coup, il y a une préoccupation, clac, on fait une loi là-dessus. Il y en a une autre, on met des mots. Mais cette révélation-là, ce propos pour dire oisiveté, ils s'ennuyaient, ils sont allés tout casser, c'est impensable, quoi. Et d'ailleurs, je note qu'ils n'ont pas tout cassé. Ils ont d'abord cassé les services publics, les institutions, la représentation de l'autorité, les écoles, les gymnases. La CAF n'a pas été attaquée. Bon, voilà. Donc, je vous dis, nous, on n'a pas du tout été attaqués sur les logements, etc. Il n'y a eu aucune dégradation. On a ciblé uniquement le service public. On se retrouve dans un instant. On va parler des coupes de subventions à Stanislas et puis l'onde de choc, effectivement, qui s'en est suivi des propos de Amélie Oudéa-Castéra. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Vous êtes toujours en soutien à Emmanuel Macron ?
Manuel Valls. C'est difficile de ne pas soutenir le président de la République dans ce moment difficile, dans ce monde troublé. Moi, je veux le succès du président de la République et de son gouvernement comme patriote. Après, ça ne m'interdit pas de critiquer. Sud Radio, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous continuons de débattre et de commenter l'actualité. Je vous lis le message d'un auditeur, Bruno, qui résume assez bien quand même la situation, qui nous parle des rodéos soi-disant terminés grâce aux interventions de notre ministre de l'Intérieur. Moi, je l'invite à venir dans notre quartier un dimanche après-midi. L'abaya et le voile interdits par notre néo-premier ministre. Là aussi, je l'invite à venir au lycée Bellevue, histoire de constater comment cette politique est appliquée. Bref, un président, un gouvernement qui passe leur temps à dire « on a fait, les chiffres sont là, les résultats, patati patata ». Mais en gros, quand on va dans les faits, nous dit cet auditeur, c'est pas du tout ce qui se passe. Dans les écoles, on voit le contraire. Je n'ai pas l'impression que ces jeunes-là, français, s'ennuient quand ils menacent les passants qui baissent la tête, se cachent parce que les sondages et les chiffres disent que tu as tort. Ce n'est pas l'immigration qui t'agresse, c'est un sentiment d'insécurité. C'est l'oisiveté, tout va bien. Mais effectivement, moi, j'ai suggéré qu'on fasse une enquête sur les résultats de l'ancien ministre de l'Éducation. L'abaya, ça a été son immense succès. Est-ce qu'on est allé vérifier que c'était appliqué? Je sais pas, vous qui êtes à Villeneuve-Saint-Georges. Très cosmopolite. Oui, non, mais est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'il y a des jeunes femmes qui ont des tenues longues qui peuvent s'apparenter à des abayas? C'est une réalité aujourd'hui. Ce que je disais, c'est que la réalité sur nos territoires. Enfin, moi, quand cette loi elle est sortie, ce qui m'a profondément choqué, c'est que on a laissé aux responsables d'établissement, je crois que je me trompe pas, la liberté de l'appliquer ou non. C'est ce que j'avais cru comprendre à l'époque. Comment vous pouvez demander à un responsable d'établissement de se mettre en faux très directement, parce qu'il va se retrouver seul, ce responsable d'établissement, face aux parents qui vont être extrêmement virulents ou agressifs, qui le sont déjà sur quels que soient les sujets en réalité. Aujourd'hui, on est au niveau collège, on peut avoir des intrusions d'armes dans le collège. Je pense que et on est seul. Nos chefs d'établissement sont seuls face à ces difficultés. Donc, vous pouvez pas leur demander de se mettre un peu plus en défaut. Et en danger. Non, mais là, ce qu'on nous dit et ce qui est la réalité, c'est que rien n'est appliqué. Encore une fois, il ne suffit pas, et il y a suffisamment d'exemples pour le prouver, il ne suffit pas d'adopter une loi, ou même ici c'est pas une loi, je crois que c'était une simple circulaire, même les sanctions, pour que par magie tout s'efface. Encore une fois, vous savez, c'est pas parce que les choses sont écrites et obligatoires. Oui, mais normalement aussi. Oui, mais il faut se donner les moyens. Je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, au programme d'histoire, vous avez la guerre d'Algérie. Vous avez l'Holocauste. Je suis pas sûr, c'est obligatoire en principe. Je suis pas sûr que tous les enseignants de France, en particulier dans certains quartiers, prennent le risque parce qu'ils s'autocensurent. L'affaire Paty, c'est ça. La jurisprudence Paty, c'est l'autocensure. Rajouté en plus avec le drame il y a quelques mois. Donc c'est pareil là pour l'abaya. Les chefs d'établissement, les professeurs, ils n'ont pas envie, et on peut malheureusement les comprendre parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas toujours soutenus par leur hiérarchie, de se mettre en danger. Ouais. Voilà. Bien sûr. Non, mais parce ça, que l'État n'est pas au rendez-vous derrière. Cela étant, à la décharge de Gabriel Attal, cette circulaire a été prise il y a 2 mois. Il faut qu'elle s'applique, évidemment, mais ça va prendre du temps. Mais pourquoi si je vous dis... Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut le faire. Valérie, va dans une école, tu verras comment ça se passe. Mais si on dit... Quand on dit chef d'établissement ou l'enseignant, il est tout seul. Mais si on vous dit, à partir de demain, vous ne pouvez plus porter de veste en velours sur ce plateau, vous ne mettrez plus votre veste. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Et un point positif, parce que parlons un petit peu des points positifs, un petit peu là pour ça également. L'interdiction, par exemple, des imams ayant été formés à l'étranger, c'est quand même très nouveau. Et ça s'applique, parce qu'il y a des imams qui ont été vidés. Bon, donc ça, vous pouvez pas le... Alors, vous me direz, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Simplement, voilà un point positif. Bon. Non, mais l'énorme difficulté, c'est qu'on a refusé pendant 30 ans de prendre le sujet islam en France à bras-le-corps. Personne n'a voulu le faire. On parlait de poussière sous le tapis, on a mis tous ces sujets très loin. On a pensé peut-être de manière très très positive que tout ça se réglerait, que tout ça se mettrait parfaitement soluble à fonctionner ensemble. En fait, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet. C'est difficile à dire, mais il y a un vrai sujet parce que, comme en plus le système n'a pas été peut-être très performant par rapport à certaines populations, qu'on n'a pas été très bon en matière d'intégration, qu'on n'a pas tout réussi, et qu'il y a aussi un certain nombre d'influences extérieures, et puis que quelque part la religion, enfin vous la prenez comme elle est, on peut regarder chacune, ça reste un projet
politique et religieux. Et ça, c'est difficile aujourd'hui de le dire, mais il faut le dire, et il faudrait qu'à un moment donné, si on veut aller dans une approche sereine du vivre ensemble, il va falloir qu'il y ait une espèce d'aggiornamento, en tout cas sur les territoires qui sont des territoires anciens, européens, où à un moment donné, les religions, elles font le ménage dans leur rapport à la chose politique, de manière à se concentrer sur ce qui les occupe, c'est-à-dire le fait religieux, et après la prise en charge des âmes, et effectivement de tout ce qui est véhiculé par effectivement la culture religieuse. Mais il faut sortir de cette espèce de système où on est dans l'ambiguïté, parce que c'est comme ça qu'on a construit tout ce qui aujourd'hui est face à nous, des contre-projets de société, où on vit différemment, et tout est en percussion du projet de vivre ensemble, qui aujourd'hui est vraiment secoué, quoi. Quand on en vient à couper la tête d'un prof, quand on en vient à plus pouvoir prendre une circulaire, dire voilà, etc., ça prouve qu'il y a un malaise, mais extrêmement profond. Donc effectivement, ça se réglera pas comme ça, parce qu'il y a un problème c'est dingue. On veut dire, ça veut dire qu'on peut, ça veut dire qu'on va, on menace physiquement les gens qui sont en charge de faire ce métier d'éducation. En tout cas, moi je reviens sur l'affaire des imams parce que ça m'a beaucoup frappé. Le fait d'avoir pris cette décision, c'est quand même un retournement spectaculaire. Alors, les gens le vivent pas dans leur quotidien, dans ces territoires difficiles, mais enfin, c'est quand même très significatif de la volonté de l'État, quel qu'il soit et quel que soit le régime, de changer les choses, d'essayer d'inverser les choses. Voilà. Ouais. L'Oudéa Gate, ça vous a plu alors, cette remarque de la ministre de l'Éducation, absolument, cette phrase maladroite, ce que vous voulez, sur la scolarisation de ces enfants a des répercussions, puisque Stanislas, le collège Stanislas, perd en tout cas les allocations qui lui étaient attribuées par la mairie de Paris, sont suspendues. Un mot quand même sur Amélie Oudéa-Castéra. Hier, on disait on n'aime pas les chasses à l'homme, on n'aime pas les curés. En même temps, elle y met du sien. Hein. Hier, elle est dans une école. On a l'impression qu'elle n'a jamais vu d'enfant de sa vie. Elle est assise. Je voudrais juste terminer. Elle est assise face à des enfants et elle leur dit j'en vois 3 qui ont des baskets. Vous en profitez pour bouger pendant la récréation. C'est totalement déconnecté. Non, Pierre, je vous ai montré la séquence. Oui, je ne sais pas si vous voulez qu'on la passe. Au Baron de la Part. Ensuite, elle est plus visuelle que. Oui, elle est plus visuelle que dit-il. Mais je vais vous dire un truc, quelque chose. Oui. En l'occurrence, ce qui s'est passé avec cette ministre, dont on connaît le nom, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup de noms de ministres d'Emmanuel Macron, au moins celle-là, on la connaît. Tout ce qui s'est passé depuis quelques jours est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en matière de communication. Je pense dire que comme a été virée. Hein. C'est-à-dire, tant la première séquence où elle est à côté quand même, c'est-à-dire elle critique l'école publique, elle est à côté de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Premier moment. Deuxième moment, elle va après, s'excuser c'est plutôt une bonne chose, mais troisième moment, elle met une nouvelle pièce dans la machine en se rendant, je me souviens c'était il y a 2 jours, devant l'ancienne école publique, dans l'ancienne école, bien sûr, dans l'ancienne école elle publique. Ne trouve pas l'entrée. Et évidemment, qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez un cortège d'accueil d'extrême gauche qui est là pour la huer. Et bien évidemment, on va continuer d'en parler, plus cette énième séquence. En réalité, elle aurait... Oui, non, mais bien sûr, mais on en parle. En matière de communication, c'est une catastrophe. En réalité, elle aurait dû prendre exemple sur, je vais le dire, sur monsieur Dussopt, après tout ce qui lui est tombé dessus, dont je rappelle qu'il a été, d'ailleurs, faut le dire, il a été blanchi des soupçons de corruption d'abus de biens sociaux. Exactement. Faut le signaler parce que ça fait beaucoup plus de bruit, vous savez. Bien sûr, quand on met en examen et quand on accuse que quand il y a... Il faut le signaler, même si je ne suis pas du tout, évidemment, de cette majorité. Mais tout ce qui a été fait, en matière de communication, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Il faut appliquer sur ce genre de questions, il faut appliquer la règle de la reine d'Angleterre qui disait never explain, never complain. Mais ça a changé. Vous avez vu que le prince Charles, et on ne se justifie jamais. Le prince Charles parle de sa prostate, donc on a quand même franchi un cap. L'aura de la reine d'Angleterre et celui d'Oudéa et l'aura d'Oudéa Castéra, c'est pas tout à fait le même niveau. Alors, Christelle Niasme, sur cette encore séquence, parce que effectivement, on va parler de Stan et de Stanislas. Je ne connais pas, je ne suis jamais allée Stanislas, dont les subventions ont été suspendues par la mairie de Paris. Déjà sur elle, sur son comportement. Sur l'Oudéa Gate, j'aime beaucoup le terme. Vous pourrez le reprendre, je vous autorise. Mais je crois que c'est très révélateur un petit peu de
de ce qu'on vit au-delà du gouvernement Macron. Je pense un petit peu depuis plusieurs années. C'est le gossip toujours en matière politique. On s'éloigne du fond pour traiter de la forme. Après, c'est une réalité. Hein. On est face à quelqu'un qui prouve, à mon sens, une très grande déconnexion. Hein. Vous avez employé le terme, mais c'est vrai, sur de la réalité. C'est en matière d'éducation, en matière de la réalité de ce que vivent la plupart des Français. Donc, légitimement, les gens peuvent se demander sa capacité à mener une politique en matière d'éducation qui soit légitime. Ouais. Après, sur la question de l'école Stanislas, moi, ça m'a évoqué une chose, que c'est vrai que on remet en question, je crois avoir vu passer plein de sujets, donc sur des professeurs très durs, sur du conservatisme exacerbé, mais homophobie, voilà. Après, c'est une école qui est, je crois, privée sous contrat avec l'État. Donc, il y a quand même un choix des parents, il faut pas l'oublier, de mettre leurs enfants dans ce type d'établissement. Oui. Donc, je crois que la réaction, alors au-delà de l'émoi qui a eu effectivement sur les propos qui sont tenus et sur ce qui se passe dans cet établissement, on a quand même des familles qui choisissent de mettre leurs enfants dans des écoles avec des valeurs conservatrices. Et moi, si je fais le parallèle avec mon territoire notamment, on est sur un territoire qui est voilà, hein, on va pas les mettre à Stanislas chez moi, c'est sûr. Oui. Mais j'ai quand même un tiers des enfants qui sont scolarisés en dehors de la ville. Nos parents choisissent, bien sûr, donc ils se saignent clairement, parce que chez moi, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens pour répondre à un besoin de bien éduquer leurs enfants, de les mettre dans des écoles privées, parce qu'ils savent, donc écoles, voilà, ou catholiques, voilà, ils les mettent dans des écoles privées. Donc ça me pose plus question, en fait, la notion de cette réflexion sur Stanislas, de la qualité de l'école publique aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'elle a tenté de lancer, Amélie Oudéa-Castéra. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, quand j'étais élève, il y a très longtemps, ça ne nous rajeunit pas, mais quand j'étais élève, j'étais dans l'école privée, mais pour des raisons confessionnelles, parce que mes parents voulaient que j'ai un enseignement catholique, à côté de l'école publique. Quand on était dans l'école privée, on était les cancres, on était les nuls, on était les zéros. Il y a 40 ans. Même un peu plus de 40 ans, 45 ans. Parce que l'école publique ça s'est était un gage de qualité. complètement inversé pendant ce laps de temps, et aujourd'hui c'est l'inverse. Mais souvenons-nous de l'image qu'avait l'école privée, l'école du fric, l'école des cancres, l'école d'un certain nombre de choses qui se passaient avec des enseignements religieux dont on sait très bien que ça pouvait déraper également. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça faisait que l'école privée, c'était surtout là où il ne fallait pas aller. Ouais. Et en 40 ans, ça s'est complètement inversé. Complètement inversé. Donc c'est l'affaissement de l'école publique et non pas le fait que l'école privée le niveau soit supérieur. C'est en réalité des vases communicants qui font qu'aujourd'hui, les gens se disent effectivement, moi je veux un enseignement de qualité pour mon enfant, et je vais pas du tout. Et quand j'en ai des besoins, je vais me saigner. Effectivement, vous le dites. Je vais essayer d'aller dans une école privée pour mon gamin. Alors, on ne peut pas globaliser parce qu'il y a de très bonnes écoles publiques, comme il y a de mauvaises écoles privées aussi. Mais globalement, globalement sur le, et puis sur le non-remplacement des enseignants, elle avait quand même raison là-dessus, mais elle a un projet, Amélie Oudéa-Castéra, je vous lis son tweet de ce matin. Le président et le Premier ministre m'ont confié un continuum de responsabilités aux synergies nombreuses, avec en son cœur une ambition, le réarmement civique de notre jeunesse. On peut avoir le décodeur Oui, pas compris. Je crois qu'il est pas compris. Mais on va revenir sur Stanislas et les allocations, enfin les subventions, je cherchais, qui ont été suspendues. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Un mot sur Stanislas. Un instant. Juste pour rappeler que le coup vient quand même de Mediapart. Donc c'est pas totalement anodin. Mediapart est quand même très laïque, pour ne pas dire laïcard, dans ses combats. C'est intéressant de noter que c'était un rapport qui était sur le bureau du ministre de l'Éducation nationale l'été dernier, et que c'est le même qui a lancé la lutte contre la baya. On sort le rapport maintenant. Donc il y a une espèce de concomitance politique qui est intéressante. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que la mairie de Paris a promis effectivement qu'elle allait se bloquer l'aide. Non, c'est
subventions, en fait, elles sont prévues par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas de ce qu'on appelle le contrat d'association entre les établissements privés, qui soient confessionnels ou non d'ailleurs, mais qui sont sous contrat parce qu'ils respectent le programme de l'éducation nationale, l'avantage qu'ils en tirent, c'est qu'en fait, les enseignants le salaire des enseignants est pris en charge par l'État. Voilà. Et c'est ça que la mairie de Paris veut bloquer. Ça, elle ne pourra pas le faire très longtemps parce que c'est vraiment, sinon ça pose un vrai problème de fond. Parce que le reste de l'enseignement privé... C'est pas ça. C'est une subvention complémentaire qui est donnée par la ville. Ouais. Alors si c'est ça, au titre de son obligation légale vis-à-vis des collèges. Collège, puisque la ville de Paris est département aussi. Donc il y a une subvention au collège Stanislas et c'est ça qui est en cause. Et ça c'est absolument scandaleux. Et le directeur de l'école, lui, conteste la publication de ce rapport. Moi, le rapport, je l'ai pas lu et je ne connais pas le détail. Donc qu'il le conteste, c'est sûrement normal, tout à fait. Mais que immédiatement après une déclaration qui est une déclaration médiatique à vérifier, la ville de Paris se permette de couper cette subvention, enfin moi les bras m'en tombent. Le rapport met en avant un certain nombre de dysfonctionnements qui font l'objet effectivement d'une espèce de note de recadrage en disant il faut faire ça, il y a un plan en 14 points. Voilà. Dans ce qu'on lit, effectivement, il n'y a pas grand-chose de très délictueux, très sincèrement, ça reste assez superficiel, et il y a eu un problème d'homophobie, semble-t-il, qui a été réglé par Stan il y a un petit moment déjà, avec, je crois, l'exclusion de la personne concernée. Donc à un moment donné, on donne une proportion absolument énorme, mais c'est le combat contre le public et le privé. Et qu'en France, on veut remettre en cause le public le privé sous contrat, sauf qu'on oublie toujours de rappeler que le privé sous contrat coûte moins cher à l'État que le public. C'est normal puisque les parents payent, donc c'est logique. Mais que Madame Hidalgo lance un audit sur toutes les associations qu'elle finance et on verra le résultat. Mais un audit sérieux, ce qui n'est pas forcément le cas. Je voudrais qu'on parle d'autres annonces du président de la République, le congé de naissance qui va remplacer le congé parental, et puis les chiffres qu'on a commentés il y a quelques jours sur la baisse de la natalité en France. C'est un sujet qui vous intéresse, Pierre Gentillet, parce qu'effectivement, on parle de faire un lien entre l'immigration et la natalité. Oui, c'est-à-dire pas bien le... c'est-à-dire que, alors, déjà, deux choses sur ces chiffres de la baisse de la natalité, il faut bien les lire. C'est-à-dire que, je crois que c'est l'Observatoire de l'immigration qui, il y a quelques jours, donc une association qui travaille beaucoup sur ces problématiques, et qui a indiqué qu'il y avait une baisse de 22% de la natalité pour les enfants nés de 2 parents européens en France. En revanche, et c'est là où on peut déjà lier avec l'immigration, il y a une hausse de la natalité de 74% pour les enfants nés sur le sol français de 2 parents nés à l'étranger. Donc il faut aussi lire les chiffres là-dessous et le lier avec ce que vous évoquez, c'est-à-dire une petite musique, un petit discours qu'on entend à gauche, mais pas seulement à gauche, on l'entend aussi chez les libéraux, qui consiste à dire que, au fond, on manque d'immigration, on manque de natalité en France. Justement, faisons venir l'immigration, faisons venir plus de personnes d'Afrique, du Moyen-Orient, parce qu'ils viennent pas d'Amérique du Sud, ils viennent pas de Chine, faut nommer les continents. Quand on dit l'immigration, nommons l'immigration à laquelle on fait référence. Je pense que c'est dramatique. Je pense qu'une civilisation... Oui, mais bien sûr. Ça fait des années Jacques que la Toubon, natalité dans les années 90, on en parlait dans les années 80. Non, attendez, c'est une chimère. Non, ça fait des années. L'idée selon laquelle la France est un pays d'immigration, ça a été suffisamment battu en brèche. Des historiens démographes, je pense notamment aux plus célèbres d'entre eux, je pense notamment à Jacques Dupaquier, en plus historien communiste, donc pour le coup irréprochable, a bien montré que l'histoire de France, c'est au contraire une histoire relativement sédentaire, relativement stable, sur un creuset d'au moins 1500 ans. C'est simplement depuis 50, 60 ans que nous avons, je mets de côté les vagues d'Italiens et d'Espagnols qui sont marginales à côté de ce qu'on vit aujourd'hui, que nous avons une immigration excessive et qui n'a pas fait l'objet, parce que c'est une question démographique, mais aussi une question démocratique, qui n'a jamais fait l'objet d'un référendum en France. Non. Alors pourtant qu'aujourd'hui on voit qu'on a une majorité des Français qui sont opposés. C'est un brûlot anti-immigration. Non, c'est pas un brûlot anti-immigration, parce qu'en l'occurrence le discours qu'on nous a contre la baisse de la natalité, faites venir plus d'immigration, je pense que c'est un discours qui est suicidaire. Une partie de votre camp, toute la gauche, bien évidemment. Non, il n'y a pas que ça. Bien sûr que si, arrêtez. Mais non. Le principe, qu'est-ce qui s'est passé dans la politique familiale ? Il y a eu une rupture sous Hollande. Bien sûr. Bon, dont on peut parler pendant des mois. C'est pas très intéressant, mais c'est de là que la natalité française a commencé à baisser. Pourquoi ? Parce qu'il a modifié la fiscalité.
Il a raboté le quotient familial, il a supprimé toutes les déductions fiscales concernant les aides à domicile, ça a été rétabli pour partie depuis, mais ça a fait un mal terrible. D'ailleurs, les chiffres et les courbes ont plongé à partir de là, parce que vous avez forcément du mal à une imaginer incidence, qu'on fasse des enfants pour vous avez forcément une incidence sur les revenus des parents lorsque ils voient qu'on rabote leurs avantages en matière familiale. C'est tout simple à comprendre, tout simple. Là, on parle de réarmement démographique. Pas encore des termes compliqués. Oui. Après, c'est un peu un oxymore. Enfin, c'est pas quel est effectivement le fond de la loi ou du projet. Alors, soit c'est une question identitaire, soit c'est une question qui revêt plus effectivement d'une certaine volonté de dynamisme. Mais la question de fond, c'est effectivement si on souhaite lutter contre l'infertilité, j'ai les questions de santé, mais sur les questions pécuniaires, oui, il y a un vrai sujet. Bien sûr. Parce que nos familles, je crois que le congé parental, on passe de 3 ans à 6 mois. Et on va augmenter, je crois, le montant du congé parental. Donc de combien on parle ? Parce que la réalité, c'est que derrière 400 € et on passerait à 600. Oui, ça ne changera rien. C'est même pire. C'est même pire parce que derrière, c'est impossible de gérer. Il n'y a pas de mode de garde. On n'a pas assez de personnes pour assurer les gardes des enfants. 6 mois, il n'est pas rentré à l'école, le petit. Donc, je veux dire, encore une fois, on fait des annonces et on est complètement déconnecté de la réalité. C'est étonnant de cette dérive de la politique en faveur de la famille, parce qu'on a l'exemple de l'Allemagne. L'exemple de l'Allemagne, rien n'a été fait pour encourager la dynamique de la natalité. Alors les femmes, contrairement à la France, le taux d'employabilité des femmes a longtemps été très faible à cause de ça, parce qu'elles gardaient leurs enfants. Bon, ça a changé. Mais l'Allemagne se retrouve dans une situation démographique catastrophique. Ce qui est vrai, c'est parce qu'il n'y a pas de politique de la famille. On fait pas, normalement, on fait pas des enfants pour toucher des aides. Il y a peut-être des gens qui le font, mais je pense que c'est pas ça le projet général. Et fort heureusement. Mais le problème, c'est que par contre, la question de l'argent, elle est essentielle. Et il y a énormément de barrières, de plus en plus. Quand vous vous logez en région parisienne, dans les grandes villes, quand vous commencez effectivement à avoir un enfant, puis deux, les questions de déplacement. Quand vous voyez après maintenant les barrières qu'on met avec les voitures, les difficultés de circulation, les questions de crèche, les questions de transport, tout est devenu tellement cher. Donc pour 1, pour 2, pour 3, à un moment donné, on s'y retrouve pas. Et c'est pas parce qu'on a quelques petits bouts de subventions, quelques aides publiques. Voilà, en plus, ça a été très bien rogné. Donc il y a un énorme sujet qui ne sera pas réglé avec une petite politique de natalité comme ça. Laissez nos utérus en paix, c'est ce que disent les féministes sur le réarmement démographique. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.